Avec la radio Clédou et l'ensemble de son réseau, la communication prend une autre dimension. La ponctualité et la véracité, la diversité et l'impartialité. À l'écoute de la radio Clédou et sur l'ensemble de son réseau, le temps passe très vite. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et inconnus de Clédou et l'ensemble de réseau, bonjour à vous et bienvenue. Il y a eu hier, il y a aujourd'hui, il y aura demain. Les jours se suivent mais ne semblent guère. Aujourd'hui était notre jour, 29 janvier de l'an 2019, 7h en temps universel, le journal de Clédou. Le présentateur se nomme Bakary Sekou Sissé. Bakary, bonjour, bienvenue et très bon réveil à toi et ensuite agréable journée. Voilà, merci Abdoulaye, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info, et pour rationaliser les dépenses publiques afin de permettre au gouvernement d'assumer pleinement les charges prioritaires de l'État. Le gouvernement du Mali vient de prendre d'importantes mesures dans ce sens. On en parlera dans ce journal. Et puis, situation sécuritaire dans le district de Bamako, le ministre Salifou Traoré rappelle la nécessaire complémentarité devant exister entre population et forces de sécurité, sans laquelle la lutte contre l'insécurité sera vaine. Et puis, pour contribuer à la réduction du taux des mutilations génitales et promouvoir un environnement favorable pour la protection des droits de la femme et de la jeune fille, Plan International Mali organise une caravane médiatique sur le projet de promotion des initiatives en faveur de l'abandon de la pratique de l'excision. Nous allons retrouver à Ségou Doubadambélé pour les précisions. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Sissé. Bienvenue donc à cette édition. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 29 janvier 2018. Le gouvernement du Mali vient de prendre d'importantes mesures pour rationaliser les dépenses publiques. Ces mesures concernent notamment les dépenses en carburant, en produits alimentaires, les achats de véhicules et surtout les billets d'avion pour les missions hors du Mali. Kassim Traoré. Le Mali traverse une crise de trésorerie. Le trésor public ne parvient plus à payer les mandats des commerçants et autres fournisseurs. Pour atténuer la situation, le gouvernement annonce une rétention globale de 14,194 milliards de francs CFA sur tous les crédits affectés aux dépenses en carburant et en produits alimentaires. Massiré Diop, journaliste économique. Je pense que c'est une excellente chose. Il faut que ça se concrétise. La réduction du train de vie de l'État, il ne faut pas que ça soit un effet d'annonce tout simplement. Je pense que ça peut marcher, mais créer en tout cas une commission qui puisse permettre de contrôler si cette réduction du train de vie de l'État est effective et quelles sont aussi ses incidences sur le pouvoir d'achat des populations. Ainsi, les départements ministériels, les institutions, les autorités administratives et indépendantes, tout comme les gouverneurs des régions et du district de Bamako, sont invités à réduire leurs dépenses en carburant et en produits alimentaires. Issa Senayugo, syndicaliste et coordinateur des directeurs financiers de l'État. Si on doit faire des économies de dépenses, les lieux les mieux indiqués pour le faire, c'est là où c'est au niveau des services budgétivores. Les services budgétivores au Mali, c'est l'Assemblée nationale, c'est la présidence, c'est la primature. Quand on commence à ce niveau à réaliser des économies de dépenses, en ce moment, nous, on n'a pas de choix, nous allons nous aligner. Mais si tel n'est pas le cas, nous pensons que c'est un arbitraire à l'endroit des innocents, on ne va jamais accepter. Tout achat de véhicules pour les années 2019 et 2020 sera désormais soumis à l'autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances. Soumana Koulibaly, enseignant. Cette réduction, c'est un non-événement. Ça ne peut pas, en tout cas, de notre point de vue, répondre à nos aspirations. Parce que ce à quoi nous aspirons, c'est que le président de la République et le Premier ministre donnent le bon exemple. Le bon exemple d'une gestion vraiment efficiente des deniers publics. Mais si ces premiers responsables se donnent à des pratiques entre guillemets, de gabegie, deniers publics, ça nous préoccupe. Pour les achats des billets d'avion, le Premier ministre invite les départements, les institutions et services à se procurer
les services des agences agréées par l'Association internationale de transport aérien et a veillé à ce que le prix du billet d'avion soit le mieux disant Issa Kaba, citoyen. Le goût de l'XK, le premier citoyen, je parle du président de la République, pour ses déplacements et autres, lui on sait, pour même un petit déplacement, il lui faut faire déplacer ses chaises personnellement, il lui faut faire déplacer plus de 40 personnes même pour aller à Dakar tout près. Dans ces cas, je ne vois pas comment on peut réduire le terrain de vie de l'État parce que c'est lui qui doit d'abord donner l'exemple. Si toutes ces mesures visent à maîtriser les dépenses publiques et surtout à faire face aux importantes priorités du gouvernement en matière d'amélioration des conditions de vie des citoyens, il est temps aussi que les biens des autorités soient connus. Une disposition déjà qui est prévue par la Constitution, c'est-à-dire la déclaration des biens. Il faudrait que ça aussi, qu'on puisse vraiment savoir si c'est respecté ou pas. Parce que jusqu'à présent, on dit que cette déclaration doit être rendue publique. Et aujourd'hui, malheureusement, on est toujours en train de constater qu'il y a un faux fuyant qui est observé de la part de nos autorités. La réduction du train de vie de l'État malien doit être un acte et non des propos en l'air. C'est ce que souhaitent certains Maliens. Voilà, merci Kassim Traoré, vous avez bien compris. Voilà, donc c'était les appréciations donc de certains Maliens par rapport donc à cette mesure de réduction du train de vie de l'État. Nous allons rester avec le gouvernement pour dire que le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme rencontre les usagers du bureau de domaine et du cadastre de Kati, une réunion qui vise à recenser les difficultés auxquelles les usagers font face afin de trouver des solutions idoines. C'était hier, lundi 28 janvier 2019, le reportage signé Arunaba. Les rendez-vous du citoyen, c'est l'intitulé de cette rencontre, première du genre, initiée par le nouveau responsable de l'habitat et de l'urbanisme du Mali, Mohamed Mustafa Sidibi. Les choix des Kati pour la rencontre se justifient par le recensement de la majorité des titres fonciers avec les bureaux de Bamako. Plusieurs manquements ont été soumis au ministre sur la tribune de l'interpellation. Konaté Maria Maïga, il a posé la question pourquoi les dossiers sont lents. Je lui ai dit qu'il y a beaucoup d'étapes à franchir et on a un peu parlé aussi du coût du TF. 300 francs le mètre carré, 3 millions par hectare. On fait comment? Quand on regarde aussi les petits sous qu'on a aussi payés, ça fait 1 million à peu près, donc c'est comme 4 millions à l'hectare aujourd'hui. Omar Keïta, ça lui permet de diagnostiquer les problèmes qui sont là et nous aussi de lui expliquer qu'est-ce qui ne va pas dans nos démarches. Tu te poses, il y avait, pour avoir un tête, il faut 2 ans, 3 ans, tu as vu? Il y a des termes de blocage qu'on n'arrive pas à comprendre. Tu as vu? C'est au ministre de comprendre tout, peut-être pour faciliter l'accession au titre. Il s'agit d'un dossier urbain qui m'ont interpellé sur ça, qui est à Kalamankoro, qui n'arrive pas à comprendre l'interprétation des 2 préfets. Parce qu'il y avait pour un premier temps le préfet Konaté qui était à Kati. Lui, il ne s'engageait pas à faire une décision de retrait. Lui faisait une régularisation. On a le second préfet qui est là qui s'appelle M. Keïta. Sadio Keïta, lui, il a décidé de faire une décision de retrait, qui le domaine fait référence à ça et non à la régularisation. Les rendez-vous citoyens comptent parmi les retombées de l'espace d'interpellation démocratique au cours duquel le ministre s'était engagé à rencontrer les usagers afin de recenser les difficultés. Mohamed Mustafa Sidibé, ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Il s'agit d'être au parfum de leurs préoccupations, au parfum de leurs attentes, de passer en revue les procédures d'organisation et de fonctionnement de nos services, déceler les poches d'insuffisance et identifier les solutions idoines à y apporter très rapidement. Vous avez rencontré quelques usagers, peut-on savoir qu'est-ce que vous avez retenu déjà? Il y a ça et là des préoccupations exprimées. Il appartient au département et au service des domaines d'apporter rapidement des solutions pour pouvoir remédier ces insuffisances. Les ministres en charge de l'habitat et de l'urbanisme comptent encore multiplier des initiatives pareilles pour le bonheur des usagers des domaines et du cadastre. Alors merci Arunaba. À Ségou cette fois-ci, les cercles de Baraouli dans la région de Ségou a accueilli hier la caravane médiatique sur le projet de promotion des initiatives en faveur de l'abandon de la pratique de l'excision du marais hier lundi. Cette caravane qui regroupe une vingtaine de journalistes va parcourir en une semaine un certain nombre de communes de Baraouli initiées par plan
Plan International Mali. Cette caravane a pour but de contribuer à la réduction du taux des mutilations génitales et promouvoir un environnement favorable pour la protection des droits de la femme et de la jeune fille dans le cercle de Baraouli. C'est ce que nous dit notre correspondant sur place, Douba Damele. Arrivés ce lundi 28 janvier à Baroueli, les caravaniers se sont entretenus avec les autorités administratives et des techniciens de santé sur les objectifs de cette mission d'information et de sensibilisation dans le cercle de Baroueli. Diallo Fatoumata Ibrahim Samake, chef du projet de lutte contre les mutilations génitales au plan international Mali. Pendant notre séjour, nous avons passé au niveau des services administratifs, au niveau des autorités locales, mais aussi au niveau des autorités villageoises, parce que nous travaillons plus au sein des communautés dans le cadre de la lutte contre l'MGF. Qui parle de la lutte contre l'MGF, parle de l'implication des communautés. Après avoir apprécié l'initiative, Dieudonné Sankara, le préfet de Baroueli, a démontré que l'excision est une pratique séculaire, pas facile à abandonner, mais qu'il faut plus de sensibilisation. C'est sûr, même de nos jours, vous pouvez trouver ici à Baroueli des villages qui puissent être réticents, ou même si ce n'est pas tout un village, il peut y avoir des communautés qui ne se prêtent pas à cette question tout de suite. Mais par contre, il faut reconnaître qu'actuellement, dans beaucoup de localités, on peut en parler et les gens sont prêts à discuter avec vous du sujet. Déjà, dans la commune de Baroueli, 12 villages sur 45 ont abandonné la pratique de l'excision. Des satisfactions qu'il faut consolider. Sekou Kanta, sous-préfet de Baroueli. Au jour d'aujourd'hui, on a 12 villages dans la commune qui ont carrément abandonné l'excision au bonheur des enfants et des mamans aussi, et au bonheur de toute la nation malienne. L'État est dans la dynamique, même si une loi interdisant l'excision n'a pas encore été votée. Nous savons qu'il y a des interdictions faites aux agents de santé de pratiquer l'excision dans les structures sanitaires. Ça, c'est un grand pas qu'on doit consolider et chercher à aller de l'avant. Pendant la semaine de la caravane, il s'agira de mieux informer les populations afin de lever l'amalgame autour du sujet de l'excision. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Alors, merci Douba Dambélé. Donc, vous suivez la radio Clédou, la première session d'information de Clédou Info. Voilà, je le disais dans les titres que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Salif Traoré, hier après-midi, face à certains organes de presse avec lesquels il a parlé de la situation sécuritaire dans le district de Bamako et les grandes mesures prises pour rassurer davantage les populations. Nous allons vous proposer le reportage de Kassim Traoré dans notre édition de 13h. Ce qui va nous conduire à la chronique santé de ce jour, la fréquentation du centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose s'accroît de plus en plus en cette période de froid. Des mesures spécifiques sont dictées aux parents et aux malades pour minimiser les conséquences. Fanta Diakité a fait un tour suivant ce reportage. J'ai 5 enfants, mais 3 sont drépanocytaires. C'est ce qui m'amène ce matin au centre. La période de froid nous inquiète beaucoup, car nos enfants font plus de crises à cause du froid. Surtout avec les poussières, les enfants sont sujets à des rhumes et la toux. Ils sont nombreux les drépanocytaires en cette période de faire des crises à cause du froid. Leurs maladies et le froid sont-ils compatibles? Des éléments de réponse avec Dr Boubakari Ali Touré, médecin hématologiste au Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose. Effectivement, le froid est reconnu comme étant un des facteurs qui peut déclencher la crise chez les drépanocytaires. Alors, le mécanisme qui est connu aujourd'hui, c'est que on sait que les manifestations de la drépanocytose sont liées au fait que les globules rouges qui sont mal formés vont devenir boucher les vaisseaux dans lesquels le sang passe. Et comme les vaisseaux sont bouchés, le sang ne passe pas. Et la partie qui ne reçoit pas le sang va souffrir et la souffrance se manifeste par la douleur. Donc lorsque le drépanocytaire est exposé au froid, en fait ce froid fait en sorte que les vaisseaux vont diminuer de calibre. Donc ça va favoriser l'obstruction des vaisseaux par les globules rouges déformés. C'est ce qui fait que pendant le froid, effectivement, ils ont plus tendance à faire des crises, surtout s'ils sont exposés au froid. Mais s'ils sont bien protégés, ils feront moins de crises. Afin de minimiser ces crises, l'Association malienne de lutte
lutte contre la drépanocytose, AMLUD, s'active auprès des patients et parents à travers la sensibilisation. Dr Mamoutou Konaté, psychologue du centre et membre de l'AMLUD. On est en période de fraîcheur, donc les parents, les malades doivent changer de comportement. Et ces comportements doivent découler le matin et les enfants doivent éviter de sortir tôt le matin. Donc que les enfants restent à la maison avant le lever du soleil et le soir et que les enfants rentrent vite. Donc c'est ce qu'on peut donner comme conseil. Malgré ces conseils, certains malades s'exposent à ce froid, selon Mme Sidibé Kadijatou Konta, mère de 3 enfants drépanocytaires. Les comportements des enfants ne sont pas les mêmes. Les 2 petits m'écoutent. La grande est très têtue. Si je ne suis pas à la maison, elle s'expose tout le temps au froid en portant des tenues légères. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Des éléments de réponse avec Dr Konaté. Cela s'explique parce que on veut être comme les autres, on veut se sentir comme les autres, on veut faire comme les autres. Bon, quand on remarque en tant que psychologue, j'ai vu que les jeunes filles qui sont atteintes de cette maladie, elles veulent s'habiller comme les autres jeunes filles qui n'ont pas la drépanocytose. Donc c'est là un peu le problème. Et pour les garçons aussi, ils veulent faire le sport, ils veulent être dynamiques comme les autres. Donc c'est ce qui fait. Donc vous allez beau les donner conseil, c'est ça qui pose problème. Le froid actuel draine beaucoup de drépanocytaires au centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose, voire la saturation des salles d'hospitalisation. En cette période de fraîcheur, la fréquence de la crise s'augmente. Vous pouvez constater dans la salle d'hospitalisation, ici l'hospice est rempli présentement. Et cela s'explique par la fraîcheur. Parce que pas mal de patients qui ne se protègent pas, ils restent exposés. À moins de gestes seulement, ça peut provoquer la crise. C'est pourquoi Dr Boukari Ali Touré, médecin hématologiste au Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose, donne des conseils aux parents et aux malades. Surtout en cette période pour les parents, c'est de bien protéger les enfants. Donc ce qui veut dire que l'enfant qui doit aller à l'école, il faut vraiment le protéger, le faire porter des habits très lourds et protéger les oreilles, donc un chapeau et si c'est possible d'avoir même des gants pour les porter et des chaussettes, et même doubler les pantalons. Et ensuite pour les bains, effectivement il faudra quand même éviter de peut-être les laver le matin très tôt, surtout que s'ils doivent se laver à l'air libre, donc il faut éviter. Donc c'est de les laver avec de l'eau chaude ou l'eau tiède et en milieu fermé pour ne pas qu'ils soient exposés au coup de vent. Et l'idéal en cette période, éviter de les laver le matin, peut-être là en début d'après-midi où il fait un peu chaud. Donc c'est là où peut-être il faudra profiter pour faire leur bain. Une seule fois par jour, en cette période-là, exceptionnellement, il faut quand même éviter de les faire exposer le moins possible au froid. Alors, donc là, c'était le conseil donc du docteur. Nous avons maintenant la page invitée de cette édition. La coordination des DFM et DAF s'apprête à organiser une grève de 12 jours à partir du 11 février prochain. Ces préavis fait suite à des échecs de négociation entre le gouvernement. Pour en savoir plus sur cette grève, nous recevons ce matin Issa Sinayoko. Il est le coordinateur des DFM et DAF. Il est notre invité. Il est interrogé par Kassim Traoré. Issa Sinayoko, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur de DFM et DAF. Vous vous apprêtez à observer une grève de... Pourquoi cette grève? Effectivement, nous nous apprêtons pour une grève de 12 jours. Et pourquoi cette grève? Parce qu'on a, depuis le mois d'octobre, on a déposé 3 points de doléances sur la table du ministre. Et on a... D'ailleurs, ce n'est pas notre première grève. On a fait une première grève et c'était... 48 heures après, on a fait 72 heures, après on a fait 5 jours et 4 jours. Et récemment, il y a eu quand même une petite évolution. On a créé une commission de conciliation. Sinon, durant toutes ces premières grèves, il n'y a pas eu de conciliation. Et on était laissé pour notre compte seulement. Et c'est vrai, l'arrêté de conciliation a été signé officiellement le 31 décembre. De ce jour à aujourd'hui, il n'y a pas eu de conciliation. Et les membres sont connus, tout le monde est disponible, mais le gouvernement n'est pas disponible pour la conciliation. Et vu cette situation, on a fait toutes les démarches pour qu'il y ait quand même la conciliation. Vu la situation, on a été obligé et contraint de déposer un préavis de grève pour 12 jours. Mais qu'est-ce qui explique ce blocage selon vous? Bon,
En tout cas, au niveau de la fonction publique, moi, j'ai toujours acculé la fonction publique pour qu'ils me trouvent une date, même à l'informel. Mais ils m'ont jamais trouvé de date. La seule date, bon, d'abord, la première date, c'était le 3, qui a coïncidé avec le deuil national à l'occasion du décès de l'un de nos pères de la nation, à la personne de Sédou Badian Kouyaté, paix à son âme. Moi, j'étais d'accord pour un deuil, c'était une raison valable pour que la conciliation soit reportée. Mais après, il n'y a pas eu de consensus sur une autre date. Mais durant tous ces temps, malgré qu'il y a bientôt 2 mois qu'on a demandé au ministère des Finances d'évaluer l'incidence financière, aux dernières nouvelles, cette incidence financière n'était pas encore arrivée à la fonction publique. C'est ce qui fait que je pense que c'est ce qui peut justifier tous ces retards-là. Mais qu'est-ce que vous demandez concrètement? Nous, on demande concrètement que des primes qui ont été allouées à certains services tels que le contrôle financier, le budget et le plan, que la relecture de ces décrets pour l'élargir un peu, pour élargir au CPS, aux cellules de planification, à la DAF de la primature, pourquoi pas la DAF de la présidence et au DFM. Maintenant, et que le deuxième point est que c'est le décret 630 qui a été signé en mois d'août, uniquement à l'intention des travailleurs du ministère de la fonction publique, que cela décret soit relu, et pour l'intégration des DRH qui sont dans les départements sectoriels, qui sont la continuité directe de la fonction publique. Mais aujourd'hui, est-ce que la grève sera la solution, étant donné qu'il y a un début de pourparlers entre vous et le gouvernement? Bon, oui, la grève serait la solution parce que sans la grève, moi j'ai tout tenté pour être appelé, je n'ai pas été écouté. Donc il n'y a pas eu de solution. Je pense quand même que dans l'informel, après le dépôt de la grève, j'ai des informations qu'on serait convoqué le mardi. Le mardi prochain? Le mardi prochain. C'est informel. La grève doit commencer. Je au mois de février, le 11 février. Mais est-ce que si vous restez dans cette dynamique d'informel, est-ce qu'il y aura quelque chose de formel, étant donné que l'État ne répond pas très souvent? Non, parce que moi j'ai arrêté de faire des démarches au niveau de la fonction publique ou des personnes de bon office parce que c'est à cause de leur intervention qu'on avait vraiment fait, on avait arrêté les grèves. Parce que comme je l'ai dit, pour moi, la grève, ce n'est pas la solution pour un syndicat, c'est le dernier recours. On a beaucoup de procédures avant la grève. Mais pourquoi, dans ces derniers temps, après le dépôt vraiment de préavis, nous, on ne fait plus de démarches, on s'en tient au mot d'ordre de l'Assemblée qui est dans toutes les difficultés cette année. Surtout le budget, on dit quand même que nous sommes là pour exécuter le budget, mais M. Traoré, nous sommes dans les bureaux en train de dormir. Un appel à l'endroit de vos militants par rapport à la grève? Pour les militants, je ne peux que les remercier. Ils sont déjà tous, ils sont tous engagés parce qu'ils étaient pressés pour faire ça. Ils trouvent que la situation a été trop négligée et il faut trouver une solution. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors donc là, c'était la page invitée de Clédou Matin. Notre invité était M. Issa Sinayoko. Il est le coordinateur de DFM et DAF. Là, il était interrogé par Kassim Traoré. Cette coordination s'apprête à aller en grève donc à partir du 11 février. Voilà, c'est tout pour cette édition, la première de Clédou Info. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant. La rubrique Elect sur notre antenne. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaine.